Hier soir, 3-0 face à l'Angleterre. Et à 8h31, le débat des décodeurs. Marie-Van Kutsem, on va s'intéresser à une petite PME du porno amateur. Ça, c'était fin des années 90, devenu aujourd'hui une industrie au sujet de laquelle les révélations d'agressions sexuelles, de viols et de proxénétisme ne cessent de tomber. Les fondateurs du site, Jackie et Michel, le couple Michel et Araceli Piron, ont été placés en garde à vue cette semaine, ainsi que 3 autres personnes. Et Marie, c'est la suite d'une immense enquête qui fait vaciller tout le porno français. Oui, ça fait environ 2 ans que la justice française s'est saisie de l'affaire. Au départ, il y a une vidéo Combini qui donne la parole à 2 femmes qui expliquent les dessous de ces tournages soi-disant amateurs. Je suis arrivée à ma première scène de porno à peine en arrivant là-bas et que t'as peur, t'oses pas dire non, vraiment t'oses pas dire non, t'es devant la production, les acteurs, et t'es complètement seule, donc non, tu dis pas non. On comprend aussi la façon dont les vidéos, une fois entre les mains des producteurs, échappent totalement à ces actrices alors qu'on leur promettait une diffusion confidentielle. Elles ont été publiées 3 semaines après le tournage. Par contre, là, les retombées ont été extrêmement rapides. C'est-à-dire que dans les 4 à 5 jours qui ont suivi, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas. Il y a eu un forum où on a cité mon nom avec mon vrai nom. Puis sur Pornhub, j'ai eu un profil avec mon vrai nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. Et le livre du journaliste de Robin D'Angelo, Judy, Lola, Sophia et moi, qui se plonge dans le milieu, a aussi fait couler beaucoup d'encre à l'époque. 3 associations font alors des signalements pour proxénétisme, viol, traite des êtres humains et actes de torture et de barbarie. Il s'agit d'oser le féminisme, les effronter et le mouvement du nid. L'enquête judiciaire commence en octobre 2020, première vague d'arrestations et de perquisitions. Alors fin 2020, sentant le vent tourner, les grosses boîtes de production mettent sur pied des opérations de com. Oui, des chartes déontologiques sont rédigées chez Marc Dorcel, par exemple, l'autre grand nom du porno français. On peut y lire que l'usage du préservatif sera obligatoire, qu'un tiers de confiance sera présent sur les tournages, etc. Mais les enquêtes se poursuivent, une 50aine de victimes sont entendues, les témoignages sont accablants. Alors comment expliquer que le milieu ait pu fonctionner dans une telle impunité pendant si longtemps? Quelles sont les mécaniques de domination et de violence envers les actrices qui sont à l'œuvre? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Il y a Alissa Arabaré qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole d'Oser le féminisme, une des 3 associations qui a signalé les agissements de Jackie et Michel. Et puis Samuel Laurent est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal Le Monde et vous êtes l'un des 3 auteurs de l'enquête Plainte contre X, grande enquête en 4 volets sur le porno. Alissa Arabaré, comment vous êtes-vous saisi de ce sujet en 2020 ? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette alerte ? Merci. Alors, Oser le féminisme est une association abolitionniste, c'est-à-dire que nous sommes contre toutes les formes de marchandisation des corps des femmes. Donc la prostitution, la gestation pour autrui et également la pornographie. Pour nous, ça a toujours fait partie de nos analyses, puisqu'on a toujours recueilli des témoignages de femmes ayant subi des viols dans le cadre de la pornographie. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a décidé dans cette association de se saisir de la justice pour faire avancer la cause des droits des femmes. Donc dans ce sujet, mais d'autres aussi. Lorsqu'on a fait le signalement Jackie et Michel contre la plateforme Jackie et Michel, on s'est aperçu qu'on a commencé à recevoir beaucoup de témoignages de victimes, et notamment dans le cadre d'un autre procès, le procès French Bukkake, dans le cadre duquel on accompagne à présent une 50aine de victimes, à la fois avec une aide psychotraumatologique et puis juridique et sociale également. Et tous ces témoignages-là réunis, on s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. La France est un pays en plus abolitionniste de la prostitution depuis 2016 et on s'aperçoit que cette loi qui interdit le proxénétisme ne s'applique pas dans le cadre de la pornographie parce que la pornographie a une espèce d'aura. On va parler de sexualité, on va parler de liberté d'expression, alors même que tout ça va servir d'écran de fumée à beaucoup d'actes criminels qui seraient complètement interdit dans un autre contexte. Alors on va y venir évidemment. Samuel Laurent, Jackie et Michel a toujours vendu son côté porno dit amateur. C'est un côté qui passait presque pour sympathique. En réalité, on n'est pas vraiment dans de l'amateur. Les femmes recrutées sont des novices, mais ce sont les seules.
Oui, en fait, le principe, c'est que c'est du porno dit pro-am, c'est-à-dire acteur professionnel et réalisation professionnelle avec des actrices amatrices, entre guillemets. Ce qui implique, en fait, pour cette industrie, qu'elle a besoin en permanence de trouver des jeunes femmes nouvelles, entre guillemets, qui n'ont pas encore beaucoup tourné. Et ça implique donc un système où, en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre de cette industrie. Et du coup, tout est fait pour recruter des jeunes femmes, y compris en leur mentant, ce qui est le cas dans pas mal de plaintes. En fait, donc il y a 2 dossiers. Il y a ce dossier French Bukake qui est pas direct, enfin qui est un peu lié à Jackie et Michel, mais qui n'est pas direct, qui est pas directement les circuits de recrutement de Jackie et Michel, mais l'enquête semble montrer qu'il y a un peu les mêmes circuits qui étaient appliqués chez Jackie et Michel. Et puis après, il y a la problématique de, une fois la jeune femme recrutée, qu'est-ce qui se passe sur les tournages et dans quelle mesure on respecte son consentement, qui est là aussi au cœur de l'affaire. Alissa Arabar, vous avez recueilli beaucoup de témoignages de victimes, vous êtes à leur côté dans les démarches, vous l'avez dit. Comment ça se passe pour les accompagner dans ce qui, on l'imagine, doit être assez violent, hein, ça doit réveiller des traumatismes assez forts? Absolument, c'est très compliqué, c'est très dur pour ces femmes. Tout d'abord parce que les vidéos sont toujours sur Internet. Et on se retrouve face à des situations où on a une enquête en cours, des femmes qui disent qu'elles ont subi des viols, des agressions sexuelles, des violences, des vidéos qui sont en ligne et une impossibilité totale, quelles que soient les structures et les acteurs vers lesquels on se tourne, de faire retirer ces vidéos. Donc ça, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié déjà à Internet en lui-même, qui est très protéiforme. On supprime une vidéo sur une plateforme, elle réapparaît sur une autre. C'est très compliqué. Mais il y a aussi, comme je le disais précédemment, cette espèce d'impunité autour de la pornographie. On va nous dire, oui, il faut lutter contre les contenus, par exemple, pédocriminels ou racistes, ou apologie de la haine, ou incitation à commettre des crimes et des délits sur Internet. Par contre, dès qu'il s'agit d'une plateforme pornographique, tout ça va paraître acceptable au nom, encore une fois, d'une certaine liberté d'expression. Mais pour bien comprendre, Alissa Arabar, quand une femme accepte de tourner dans un film pornographique, où se situe la notion du consentement? À partir de quel moment est-ce qu'on estime qu'on dépasse son consentement et on rentre en collision avec son consentement, puisqu'elle a accepté au départ de tourner dans un film dont elle sait qu'il est pornographique? C'est quoi la frontière? Quand est-ce qu'on bascule? La question du consentement est extrêmement intéressante. Nous, on considère que le consentement dans le cadre d'un acte sexuel ne peut pas être acheté. C'est le parallèle aussi avec la prostitution. On considère que lorsqu'on va extorquer ou acheter le consentement, il va y avoir violence sexuelle. Dans le cadre de la pornographie, on se rend compte qu'il y a tout un tas de stratégies qui sont mises en place, qui sont très similaires, encore une fois, à celles de la prostitution, qui sont des stratégies soit de manipulation, soit de prédation dans le sens ciblé des femmes vulnérables, donc soit parce qu'elles sont en situation de précarité économique, soit parce qu'elles ont aussi subi des violences sexuelles dans l'enfance et qu'elles ont un certain nombre de psychotraumas qui les rend plus vulnérables à ce genre de prédation. Ou alors, l'industrie pornographique dans son ensemble, donc pas seulement le porno français, va aussi cibler des femmes dans des pays en situation de développement ou dans des zones de catastrophes naturelles, des femmes qui sont en situation de grande détresse et qui vont être trafiquées ou qui vont alors être manipulées pour se retrouver dans des situations où elles vont être contraintes de filmer ces vidéos. Samuel Laurent, une chose que vous avez constatée aussi durant votre enquête, c'est qu'il y a de l'argent qui circule, certes, mais que les acteurs, les participants ne sont pas tous payés. Comment on explique ça ? Ça, c'est quelque chose qui est effectivement assez inquiétant. Dans l'affaire French Bukake, on avait un personnage central qui était un recruteur, entre guillemets, qui était un bon père de famille basé à Reims, qui en fait se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux pour attirer des jeunes femmes qui faisaient venir pour une session de prostitution qui avait lieu. Ensuite, il refusait de les payer. Ensuite, il les envoyait à Pascal Opé, donc Pascal Bukake. Et en fait, on s'est aperçu que cette personne, par exemple, nous, au début de notre enquête, on pensait que c'était quelqu'un qui touchait de l'argent pour ça, on s'est aperçu que non. En fait, il trouvait satisfaction dans le fait de, entre guillemets, consommer ces femmes. Et de même, Pascal Bukake n'était pas quelqu'un d'extrêmement riche. Il y a effectivement de l'argent qui circule, et beaucoup d'argent sur Jackie et Michel. C'est un petit empire qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Donc on est sur des volumes assez impressionnants. Mais c'est vrai que les tournages, les actrices, tout le monde est assez mal payé finalement dans ces milieux. Alissa Arabar, on entendrait déjà certains dire oui mais bon, elle l'a cherché, elle a voulu faire du porno. Comment on explique cette perception des choses? Pourquoi? Parce qu'on est actrice porno, le viol serait entre guillemets tolérable?
Je pense que c'est rattachable à un système patriarcal dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on vit dans ce qu'on appelle dans le milieu féministe la culture du viol, et on va sans arrêt chercher des excuses à un agresseur, à un auteur de violences sexuelles, et à blâmer la victime. Donc ça va même au-delà des actrices porno, c'est-à-dire une femme qui se serait habillée d'une certaine manière, ou qui aurait trop bu, ou qui aurait dragué telle ou telle personne, l'aurait cherché. C'est la mauvaise victime, exactement. Donc dans le cadre de la pornographie, il y a tout ce fantasme, tout cet imaginaire qui est d'ailleurs véhiculé par les plateformes elles-mêmes. Il y a tout un tas de stratégies pour alimenter ça, de déshumanisation de ces femmes. Donc quand on lit les descriptions des vidéos, on va parler en termes extrêmement déshumanisants et objectifiants de ces femmes, et du coup on va complètement briser l'empathie qu'il pourrait y avoir avec toute personne humaine. Et on va avoir des vidéos où il y a véritablement des scènes de torture, d'humiliation qui sont de plus en plus demandées. Donc on va uriner sur les femmes, il va y avoir des éjaculations en groupe qui vont avoir des conséquences physiques, des brûlures, des blessures. Beaucoup d'actrices porno ont des prolapsus anaux et vaginaux, donc c'est-à-dire des descentes d'organes à force de pénétration répétée, violente, des doubles... Bon, voilà, je ne vais pas insister parce que vous aussi c'est le matin et pour les auditeurs et auditrices, mais des scènes extrêmement violentes, associées aussi à des imageries racistes, lesbophobes, grossophobes, et tout ça etc. est nommé et recherché. Tout ça est recherché, en fait. Il y a carrément des catégories sur les sites pornographiques où les personnes vont être en recherche de catégories teen, pédocriminalité, inceste, racisme, beurette, par exemple, c'est un des termes les plus recherchés. Donc, il y a vraiment une industrie criminelle qui alimente cette demande de contenu violent en déshumanisant justement les femmes. Et d'ailleurs, on n'aime pas trop, nous, le terme actrice, parce que actrice, ça se rattache au cinéma, à la fiction. Et ce qui est très important pour Oser le féminisme de continuer de souligner, c'est que la pornographie, ce n'est pas de la fiction, en fait. Ce qui se passe, ce qui est filmé par ces vidéos, c'est véritablement subi par les femmes qu'on est en train de regarder. Samuel Laurent, après l'enquête que vous avez menée, est-ce que vous avez l'impression que réguler le secteur, c'est possible? Est-ce qu'on pourrait imaginer une pornographie éthique? C'est un débat compliqué. Vous avez en France, vous avez en face de Jackie et Michel Dorcel, qui est un des gros groupes français, qui lui met en avant de la pornographie entre guillemets chic. Vous avez aussi des actrices du porno féminin, qui se dit féministes, qui existent. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, cette production pro-âme, pro-amateur, de fait, on fabrique effectivement des fausses situations, des fausses amatrices. Et c'est un domaine dans lequel les femmes sont, on l'a vu dans nos enquêtes, très vulnérables parce qu'elles ne sont pas protégées et parce que c'est vraiment la matière première d'une industrie qui les prend, qui les consomme et qui les jette. Donc c'est assez compliqué de réguler. Le secteur a fait des grandes promesses, des chartes éthiques, etc. Mais malgré tout, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse vraiment arriver à mettre le nez là-dedans. Donc ça pose effectivement cette question de comment on pourrait agir, ne serait-ce qu'en justice. Est-ce qu'il faut interdire? Ça paraît difficile. Et puis, encore une fois, au-delà de la France, il y a effectivement aujourd'hui une mondialisation du phénomène. Vous pouvez trouver sur Internet à peu près tout ce que vous voulez, venu de tous les pays que vous voulez. Donc, de toute façon, c'est une question qui se pose à l'échelle mondiale. Donc, c'est difficile de la limiter à la France. Alissa Arabar, vous parlez d'abolitionnisme, de la pornographie. Est-ce que c'est réaliste ? Nous pensons que c'est réaliste, au même titre que l'abolition de la prostitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des définitions du proxénétisme qui est interdit. On a aussi des définitions de la torture qui est interdite, des viols, des agressions sexuelles, etc. Comme je l'expliquais précédemment, tous ces crimes et ces délits sont des choses qu'on va retrouver dans la pornographie. Donc en fait, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est aussi et surtout que les lois existantes soient appliquées et qu'il y ait effectivement un effort coordonné au niveau européen ou bien au niveau mondial, ce serait idéal, pour que ces violences cessent et qu'elles ne soient plus excusées par cette notion de pornographie, de sexualité, de liberté d'expression. Il nous reste 30 secondes, on a beaucoup parlé du porno français, Alissa Arabar. Est-ce que des faits similaires existent chez nous en Belgique ? Absolument. La pornographie, c'est une industrie mondialisée qui est la même partout. D'ailleurs, il y a certains groupes qui ont des monopoles. Donc, par exemple, MindGeek, basé au Canada, qui possède Pornhub et énormément en fait des plus grandes plateformes mondiales. Finalement, on se rend compte que l'ensemble des plateformes pornographiques sont basées dans les pays du G7 et surtout que ce sont les pays du G7 qui consomment le plus de pornographie et que par contre, comme je l'expliquais, les femmes dans les pays en voie de développement subissent des viols, des agressions sexuelles, sont filmées et
se retrouvent sur ces plateformes, parfois sans le savoir, et en tout cas sans aucune prise pour faire retirer les vidéos. Donc c'est effectivement un phénomène mondialisé et il faut une réponse mondiale. Il n'y a pas que la France qui est concernée, on l'a bien compris. Merci à vous, Alissa Arabar de l'association Oser le féminisme, et merci à vous, Samuel Laurent, journaliste pour Le Monde. Votre enquête est à retrouver en ligne. Elle s'appelle Plainte contre X.